Bonjour à tous, il est 7 h et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, retrouvez les moments forts de l'entretien avec Jacques Sapir, réalisé il y a plusieurs mois, sur le développement des BRICS à l'échelle mondiale, leur rôle individuel, mais aussi les pays qu'ils impliquent dans leur développement et qui en deviennent dépendants. Retour sur cet entretien de Jacques Sapir, qui analyse l'importance des BRICS à l'échelle mondiale. Je vous souhaite un très bon entretien. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Thank you very much, Emmanuel. Commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Il faut d'abord rappeler une chose, c'est que les BRICS, dès le départ, au départ, ils ne s'appelaient pas les BRICS, ils s'appelaient les BRIC, puisque l'Afrique du Sud ne les a rejoints qu'en 2009. La première chose qui a été dite, c'était que c'était une organisation d'États souverains. Donc, il ne faut pas aborder cette question des BRICS et de la sphère des BRICS comme on aborderait, par exemple, la question de la construction européenne. D'une certaine manière, les BRICS ont pris le parti inverse. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, il s'agit de pays souverains et l'organisation doit respecter leur souveraineté. Ça, c'est le premier point. Ensuite, eh bien, malgré tout, ces pays ont des intérêts en commun extrêmement importants. Ça n'implique pas l'existence de divergences. Vous avez parlé de la divergence entre l'Inde et la Chine, mais même au sein des BRICS, est-ce qu'un pays comme l'Égypte a nécessairement les mêmes intérêts, par exemple, que l'Iran, qui est aussi... Bon, donc il peut y avoir des divergences politiques assez importantes. Néanmoins, ces pays considèrent qu'ils ont des intérêts communs en termes, tout d'abord, de reconnaissance, d'une certaine manière, de ce qu'on appelle le Sud global par les organisations internationales, de constitution de nouvelles règles de commerce qui soient adaptées. Et comme justement, on voit que les règles qui ont été mises en place par les pays occidentaux, par les pays du Nord, pour faire simple, sont en train de s'effondrer. L'OMC est bloqué depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Il y a des coups de canif dans le contrat des règles entre ces pays, mis par Donald Trump, mais pas que par lui. Hein. Il faut dire que ça a commencé sous Barack Obama et ça s'est continué sous Joe Biden. Bon, bref, on est face à une forme de déliquescence des règles telles qu'elles avaient été fixées au départ par l'OMC et même avant l'OMC par le GATT et même par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Si on remonte au départ, ce sont les deux organisations qui ont d'une certaine manière, je dirais, supervisé le commerce mondial pendant très longtemps. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que les règles qui étaient déterminées par ces organisations ne fonctionnent plus. Donc, il y a ce besoin de produire de la règle alternative. Et ça, c'est un point extrêmement important. Troisième point, la question financière. Et la question financière est importante, elle est portée essentiellement par la Chine, mais derrière, il y a la Russie, il y a l'Inde et il y a le Brésil. C'est la question de la création de la nouvelle banque de développement, qui existe, qui fonctionne, qui aujourd'hui fait plus de crédits que la Banque mondiale. C'est un point important, elle a dépassé la Banque mondiale en termes d'allocation de crédit, et qui est en train de constituer, d'une certaine manière, le centre d'un espace financier qui échappe aux pays occidentaux. Nous sommes sur une situation qui évolue de manière assez importante. Alors, oui, actuellement,
les principaux marchés, par exemple pour la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Mais la part de ces marchés diminue depuis une dizaine d'années au profit du marché asiatique. Et la même chose peut être dit pour toute une série de pays. Alors, le cas de la Russie est lui particulier, puisque la Russie a basculé une grosse partie de son commerce extérieur vers la Chine. Le commerce, par exemple, russo-américain était peu développé. Il n'a jamais représenté que 4% de l'ensemble du commerce extérieur russe, mais c'était surtout le commerce extérieur avec l'Union européenne qui était très développé. Et là, on le voit, il est réduit de plus de moitié. Bon, donc il y a un vrai basculement vers l'Asie, mais globalement, on peut penser que les pays de l'Asie, alors pas seulement la Chine, l'Inde, bien sûr le Japon, la Corée, mais il y a les nouveaux pays d'Asie, la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie, pardon, excusez-moi. Bon, ces pays vont constituer et sont en train de constituer un pôle de croissance important pour l'économie mondiale. C'est actuellement le cœur réel de la croissance. Et même une série de ces pays, en particulier l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, ont une croissance qui est supérieure à celle de la Chine. La croissance de la Chine est déjà importante, mais ces pays ont même une croissance qui est supérieure à celle de la Chine. L'Inde représente déjà à peu près 7% du PIB mondial, la Chine autour de 20%, et donc on voit que à terme se développe un pôle économique en Asie qui est appelé à remplacer le pôle économique européen et à contester d'une certaine manière le pôle économique américain. Donc, ce projet de développer des relations intra-BRICS et surtout entre les BRICS et leurs partenaires, parce qu'il faut toujours avoir cela en tête. Vous avez les pays des BRICS, aujourd'hui à peu près une dizaine de pays, mais vous avez les pays partenaires. Et là, vous êtes sur à nouveau une liste de 10 à 12 pays. Bon. Ces pays ont évidemment intérêt à commercer entre eux, ne serait-ce que parce que une partie d'entre eux, essentiellement les pays asiatiques, représentent le pôle principal de croissance pour l'économie mondiale pour les 5 ans, voire les 10 ans qui viennent. Normalement, les BRICS doivent éviter que la Chine se constitue en puissance hégémonique. Ce qui est aussi l'intérêt de la Chine. Il faut le comprendre. Je pense que les dirigeants chinois ont très tôt compris, eux, que s'ils voulaient développer leur influence, il fallait qu'ils donnent les propres contrepoids à cette influence. Parce que, évidemment, s'il s'agit de construire une forme d'influence comme celle dont les États-Unis ont disposé dans les années 1980 et 1990, ça ne va pas marcher. Et donc les Chinois ne peuvent se développer qu'en jouant sur un registre différent, qui est un registre beaucoup plus de l'influence que de l'hégémonie. Et c'est pour cela, par exemple, qu'ils ont participé aux BRICS, où ils ont une position qui, en instantané, est très importante. Bon, même si l'Inde se développe, mais les 3 pays les plus importants des BRICS jusqu'à maintenant, l'Inde, 7%, la Russie, 3,6%, bon, ça fait 10,6%, le Brésil, à peu près 2%, 12%, donc ça veut dire que les autres pays des BRICS représentent, à peu de choses près, 60% de la puissance chinoise. Oui, il y a une vraie asymétrie dans les BRICS, et c'est justement pour que cette asymétrie ne se transforme pas en problème politique jouant contre la Chine que les dirigeants chinois acceptent, voire préconisent, des règles d'égalité strictes entre les pays des BRICS. Les BRICS ont tout à fait la possibilité de changer la donne, d'abord en termes de taille de marché.
Oui, le marché chinois, on ne va même pas en parler tellement il est important. Mais le marché indien est un marché en plein développement. Et puis il y a d'autres pays. Par exemple, l'Indonésie, pays important, si vous voulez, en Asie. Si on regarde cette partie de l'Asie qui est située justement entre l'Inde et la Chine, l'Indonésie, qui est d'ailleurs le plus grand pays musulman actuellement, c'est un fait important, et qui est un pays extrêmement dynamique, joue effectivement un rôle important. Mais la Malaisie joue aussi un rôle important. Le Vietnam, qui a eu historiquement des problèmes avec la Chine, mais qui cherche à trouver désormais un modus vivendi avec la Chine. Il y a une espèce de tournant chinois de la part de la direction du Parti communiste, du Parti du travail du Vietnam, c'est le Parti communiste vietnamien. Bon, tous ces pays-là sont des pays qui, en raison de la rapidité de leur développement, devraient être des marchés que regardent les entreprises occidentales. Le problème, c'est que les entreprises occidentales sont limitées par deux choses. D'une part, la peur de perdre le marché américain. Et c'est important, par exemple, prenez pour une firme comme Dassault, voire comme Airbus. Si Airbus perd le marché américain, il perd quelque chose de très important pour lui. Si Dassault perd le marché américain, on va dire, mais quoi, mais Dassault ne vend pas des avions aux États-Unis. Si, Dassault vend beaucoup d'avions aux États-Unis, des avions d'affaires, si vous voulez. Et il faut savoir que la production d'avions militaires chez Dassault ne représente qu'une partie du chiffre d'affaires de Dassault. Dassault, qui a récupéré le producteur historique d'avions brésilien Embraer, et qui a développé, depuis le début des années 60, toute une filière des avions d'affaires, dépend de fait du marché américain. Donc, on voit bien que chaque fois que les Américains mettront des interdits sur certains pays, eh bien, les entreprises européennes comme Dassault seront très réticentes, justement, à ne pas obéir aux Américains. Et puis, il y a globalement un problème de l'attitude politique des gouvernements, et on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement français, le gouvernement britannique, le gouvernement allemand, le gouvernement italien, réagissent beaucoup plus comme des pays membres de l'OTAN que comme des pays réellement souverains. Et donc là, il va aussi y avoir potentiellement un problème, même si, et vous avez tout à fait raison de l'indiquer, en matière de perspective, c'est effectivement le développement des marchés des BRICS qui représente, pour les 10 ans ou les 20 ans qui viennent, l'horizon de la stratégie d'une entreprise. Une entreprise doit se projeter à 10 ans ou 20 ans, représente, pour les 10 à 20 ans qui viennent, les grands marchés de développement au niveau mondial. On voit que le tissu économique russe s'est adapté aux sanctions à la fois de manière rapide et de manière très profonde. C'est d'ailleurs ce qui a été à la base d'abord de la capacité de la Russie à résister aux sanctions en 2022, avec une baisse de son PIB de 1,4%, alors que les grandes institutions internationales avaient annoncé moins 8 ou moins 10%. Bon, donc ça, c'est le premier résultat. Et le deuxième résultat, c'est que cette adaptation des entreprises russes a beaucoup fait pour la croissance de la Russie en 2023 et en 2024. Alors, c'est une adaptation qui s'est réalisée dans plusieurs domaines. Tout d'abord, les entreprises russes ont substitué des fournisseurs occidentaux défaillants par des fournisseurs provenant des pays du Sud. Alors, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, bon, c'était important. Aussi par des fournisseurs russes, et c'est tout le programme de substitution aux importations qui marche en réalité, même si, évidemment, il ne marche pas comme l'auraient rêvé certains.
Oui, la substitution aux importations, ça prend du temps, hein. Tout économiste vous le dira. Et donc, c'est vrai que les résultats, la première année, ont été décevants. La deuxième année, ils ont été moins décevants. La troisième année, ils sont encore moins décevants. Bon, donc voilà. Mais surtout, les entreprises russes ont diversifié leur production, ont occupé les niches économiques abandonnées par les sociétés occidentales. Par exemple, Renault, qui était très important du fait de sa participation majoritaire à Avtovaz. Avtovaz, c'est Lada, hein, bon. Mais c'est le vrai nom, c'est Avtovaz. Bon, ils quittent le marché russe. Marché d'ailleurs où ils faisaient leurs principaux profits. Bien. Avtovaz est repris par l'État et se développe sur ses propres bases et établit des coopérations avec différents producteurs chinois, ce qui permet à Avtovaz aujourd'hui de sortir des véhicules, alors la nouvelle Vesta, bon, etc., et surtout un véhicule de type SUV qui sera vendu en version essence thermique, en version hybride et en version purement électrique. Alors évidemment, la version essence, globalement, elle est complètement russe. La version hybride, il y a 10 à 15% de production chinoise dedans. Et la version complètement électrique, il doit y avoir 30% de production chinoise. Mais voilà, c'est un nouveau véhicule, ce qui va permettre un redémarrage important d'Avtovaz. Donc, les entreprises russes se sont développées sur les niches, les segments de marché qui ont été abandonnés par les sociétés occidentales, tant pis pour elles. Bon. Et elles se sont développées de manière extrêmement rapide, au point d'ailleurs que maintenant, les entreprises russes commencent à regarder les marchés d'exportation de manière importante. Après, le premier trimestre est marqué par un ralentissement de la croissance. C'est l'impact de la politique monétaire qui a été adoptée, qui est une politique monétaire extrêmement répressive. Bon, je pense personnellement qu'elle est inadaptée, mais c'est d'une certaine manière, c'est mon avis personnel et l'avis d'autres économistes. Bien, on ne va pas développer là-dessus. Mais dire que la croissance est ralentie ne veut pas dire que la croissance est arrêtée.